Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Saviez-vous que dans notre région, il existe des risques d'avalanche? Que vous soyez sur la 132 ou en randonnée en montagne, il y a des endroits où nous ferions mieux de se renseigner avant de partir. Le site internet d'Avalanche Québec, que vous ne connaissez peut-être pas, est une source d'informations pertinentes qui pourrait bien nous éviter des tracas lors d'une sortie improvisée en montagne. On prend le temps d'en jaser avec Charles-Antoine Wild. En fait, moi, c'est Charles-Antoine Wild. Je suis prévisionniste et directeur adjoint chez Avalanche Québec. Alors bon, on est là pour se parler d'Avalanche et du site Avalanche Québec. Donc on voulait prendre le temps d'en jaser avec toi et j'aimerais quand même, pour mettre la table, qu'on définisse quand même c'est quoi exactement le mot avalanche pour ceux qui seraient peut-être un peu moins familiers. Comment tu le définirais, toi? Pardon. Donc, une avalanche, c'est de la neige qui se dirige vers le bas de la pente. Donc, c'est un amoncellement de neige qui dévale une pente. Ouais. Est-ce que ça peut être autre chose que de la neige ou bien le terme avalanche, on l'emploie juste pour la neige? Le terme avalanche fait référence à la neige, oui. OK. Alors, comment est-ce qu'une avalanche peut se produire? C'est quoi les conditions idéales pour qu'une avalanche se produise? En fait, il y a énormément de conditions qui font en sorte qu'une avalanche peut se produire. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a un manteau neigeux, donc toute notre neige qui s'accumule au courant de l'année, qu'on appelle un manteau neigeux, n'aime pas les changements qui sont drastiques. Donc, ça peut être une accumulation importante de neige. Si on pense à une tempête avec plusieurs centimètres, ça peut être à l'inverse de la pluie aussi qui va rajouter du poids dans notre manteau neigeux. Ça peut être les vents, ça peut être la chaleur. Il y a plusieurs facteurs, mais ce qu'on garde en tête, c'est ce qui est drastique, ce qui est beaucoup d'un coup. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de la saison, vous repérez les moments comme ça drastiques, puis vous les prenez en note parce que vous savez qu'à tel moment, il y a une couche qui est peut-être un peu plus dure et ainsi de suite. Comment vous fonctionnez? En fait, il y a plusieurs types d'avalanches. On a des avalanches de neige sans cohésion, des avalanches qu'on va appeler de plaques. Des avalanches de neige sans cohésion font plus référence à justement quand on a de la nouvelle neige dans des pentes plus pentues. Des avalanches de plaques, ça nous prend une interface relativement précise dans le sens où ça nous prend une couche qui a une certaine densité par-dessus une couche d'une plus faible densité, donc une couche plus rigide, par-dessus une couche plus faible et qui se retrouve sur un plan de glissement, donc une autre couche de plus forte densité. Autrement dit, c'est un peu comme si on mettait des billes sur le sol, puis on mettait une planche de bois par-dessus. Donc là, les billes en dessous sont relativement instables. Donc nous, on repère ces interfaces-là dans le manteau neigeux. Et puis là, ensuite, tantôt, quand on parlait d'ajout de stress, oui, ça peut être dû à un changement météo majeur, mais ça peut aussi être dû à un déclencheur artificiel comme un humain, par exemple. Un skieur, un motoneigiste. OK, d'accord. Est-ce que toutes les zones enneigées, on va dire, qui ont une pente, avec ces conditions-là, sont à risque, on peut dire? Pas nécessairement. La majorité des avalanches arrivent dans une pente de 30 à 45 degrés environ. Très rare entre 25 et 30 degrés et très rare à plus de 45 degrés. Donc, une pente avalancheuse, c'est généralement reconnu que c'est entre 30 et 45 degrés d'angle. OK. Alors, ça veut dire que, parce que là, on se parle, parce qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, dans notre secteur, justement, il y a eu des déclenchements d'avalanches. Des fois, il y en a qui sont volontaires, des fois qui sont involontaires. C'est comme accidentellement, comme tu l'as dit tantôt, des fois, c'est des humains qui passent, où il y a des motoneiges, où on passe juste en skiant. Accidentellement, j'imagine que ça dépend du type de pente où on est, mais comment est-ce qu'on peut déclencher accidentellement nous-mêmes en tant qu'humains une avalanche? Ouais, donc quand on skie, quand on se déplace en terrain avalancheux, en dessous de nous, ben, on a ce qu'on appelle une bulle de stress. Donc,
notre poids va pénétrer dans le manteau neigeux, justement. Si le stress qu'on inflige au manteau neigeux est plus élevé que la résistance de la couche faible dont je vous parlais tantôt, mais il va y avoir fracture dans cette couche-là, et c'est là qu'on peut avoir déclenchement d'avalanche. Puis du coup, à l'inverse, comment est-ce qu'on voudrait, si on voudrait déclencher une avalanche volontairement, je sais qu'il y en a qui le font par prévention dans certains secteurs. Comment est-ce que c'est fait avec des explosifs? Est-ce qu'on fonctionne avec juste en passant à côté quand on connaît bien la zone? Oui, ça peut être des explosifs, qui est la méthode la plus commune, je dirais. Mais il y a des méthodes sur le terrain où volontairement on va skier une pente avec des très faibles conséquences, puis on va aller couper la pente en skiant dedans pour essayer de déclencher une avalanche. Il y a plusieurs outils qui existent. Il y a des canons à air comprimé qu'on voit pas vraiment, qu'on voit pas en fait ici au Québec, mais en Europe, quelques endroits dans l'Ouest aussi. Donc, il y a plusieurs méthodes. Puis dans la zone où on se situe, là, dans les Chic-Chocs, est-ce qu'il y a des zones plus à risque que d'autres? Donc, une avalanche, comme je disais tantôt, c'est une recette. Hein. Ça nous prend un terrain qui est suffisamment pentu et généralement avec une interface, on va avoir une plaque par-dessus une couche faible. Donc, partout où on a cette recette-là, ces ingrédients-là, on a un risque d'avalanche. Certainement que dans les Chic-Chocs, il y a un risque accru parce qu'on est dans les montagnes. Donc, cette recette-là, elle est présente plus souvent. Mais il y en a sur la côte. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué la semaine dernière avec le réchauffement sur la côte, il y a eu beaucoup d'avalanches qui ont atteint là, très proche de la 132. Il y a des secteurs qui sont plus avalancheux que d'autres, qu'on va appeler des terrains complexes, là, où il y a plus de risques d'avalanche. Mais oui, il y a des secteurs où c'est pire qu'ailleurs, mais il peut arriver une avalanche dans un dépôt de neige, par exemple, ou des trucs comme ça. Puis est-ce qu'il y a des moments dans l'année, on va dire dans la période hivernale, où c'est, admettons, on a les conditions pour ça, et est-ce que ça peut se produire plus au printemps, au milieu de l'hiver? Pas nécessairement. C'est sûr que moins on a de neige au sol, plus il y a de possibilités de déclencher une avalanche. Mais plus on a de la neige, plus les conséquences vont être grosses. Donc, c'est pas nécessairement en fonction du moment de l'année, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins. C'est plutôt la grosseur de l'événement possible qui va changer, qui va varier en fonction du moment de l'année. D'accord. Donc, ce que je comprends avec toutes ces informations, c'est que c'est quand même pas facile de savoir, dans le fond. Mais alors, du coup, on est là aussi pour se parler du site Avalanche Québec. Comment est-ce que parce que quand on va voir votre site, vous fournissez quand même de l'information pour savoir si c'est à risque ou pas à risque. Est-ce que techniquement vous allez marcher sur le terrain, vous allez vous avez des partenaires, des gens qui vous donnent de l'information? Comment ça marche pour pouvoir fournir l'information aux gens? Donc nous, on a une équipe qui va sur le terrain à chaque jour du 1er décembre jusqu'au 30 avril. Et puis qui va récolter de l'information selon les endroits où on a des questionnements. Et ensuite, avec cette information-là qui nous est ramenée, on émet un bulletin d'avalanche qui nous permet d'avoir une idée générale dans la région de ça va être quoi l'indice d'avalanche. Et puis il y a un détail aussi sur c'est quoi les problèmes d'avalanche associés. Donc, quand on parle d'un indice d'avalanche, on a un indice faible, modéré, considérable, élevé ou extrême. Donc ça, c'est très, très général. Et puis, si on va voir dans le bulletin, il y a plusieurs onglets. Dans la section problème, on va trouver le problème d'avalanche qui est associé à ce bulletin-là. On va voir là, en fonction de l'élévation sur la montagne, en fonction des aspects nord-sud, est-ouest, être capable de cibler ce problème-là. Ok, ça veut dire que vous vous mettez à risque un peu tous les jours là, quand vous allez marcher pour savoir si ça peut se produire ou pas? Il y a façon d'atténuer ce risque-là avec nos déplacements, en faisant des déplacements qui sont sécuritaires. On est capable d'aller chercher de l'information
qui est très précise sans s'exposer nécessairement au danger d'avalanche. D'accord. Alors le processus, c'est que vous allez sur place, puis une fois que vous constatez, admettons qu'il y a un risque majeur, vous détectez qu'il y a toutes les possibilités pour que ça puisse se produire. Donc là, vous mettez cette information sur le site. Est-ce que c'est une zone qui va être comme interdite ou c'est juste on informe les gens, puis les gens font le choix d'y aller ou pas? Oui, donc notre mission à nous, c'est vraiment d'informer les gens, de mettre le plus d'informations disponibles afin que les gens puissent faire des choix et des décisions qui sont éclairées quand vient le temps de choisir leur itinéraire en montagne. C'est sûr que ça vient avec l'obligation et puis le devoir là, de prendre ses responsabilités en tant que récréationniste dans l'arrière-pays pour être capable justement d'identifier le terrain avalancheux et ensuite d'appliquer les informations qu'on va récolter dans le bulletin à une échelle plus locale. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'on peut y trouver? Pendant qu'on se parle, on va voir des images, mais ce qu'on peut trouver comme un type d'information et pourquoi c'est important d'aller chercher ce type d'information avant de partir justement en randonnée en montagne? Oui, donc comme je disais tantôt, vous allez trouver là, premièrement, si vous allez voir le bulletin, un indice de danger qui est séparé selon les bandes d'élévation. Donc on sépare les montagnes en 3 bandes d'élévation. Donc, on a l'alpin, on a la limite forestière et sous la limite forestière. Donc, on va avoir un indice de danger pour ces trois bandes d'élévation-là. Et puis, quand on va ensuite dans la section problème, ben c'est là qu'on va voir de façon plus détaillée pourquoi est-ce que l'indice, il est, par exemple, à considérable ou pourquoi est-ce qu'il est à modérer. Donc, on va avoir un problème d'avalanche qui va être décrit un petit peu plus longuement. Donc, où on va le trouver, sur quel aspect, encore une fois, à quelle bande d'élévation, c'est quoi la probabilité de déclenchement et en fonction de tout ça, c'est quoi la taille possible de l'avalanche, parce qu'on classe les avalanches en 5 tailles différentes. Fait important, c'est une classification qui est exponentielle. Donc, d'une taille 2, c'est suffisamment pour enterrer quelqu'un dans l'arrière-pays. Et puis, vous avez une section détails aussi. On va donner une description générale du manteau neigeux. On va parler aussi est-ce qu'il y a eu de l'activité avalancheuse dans les dernières 24 à 48 heures. Puis, pourquoi est-ce qu'on doit aller lire ça? Mais c'est que ça va nous permettre de prévoir, de planifier notre journée en conséquence de ça. Donc, si je sais que j'ai un problème d'avalanche, qui est exemple sur les pentes du secteur Est, ben c'est peut-être la bonne journée pour aller skier des pentes du secteur Ouest à la place. Donc, pour pas me retrouver à l'endroit où je vais trouver mon problème d'avalanche. Le manteau neigeux aussi nous donne une idée la description, du manteau neigeux va nous donner une idée souvent de où va se trouver la meilleure neige ou ces choses-là. Et puis, s'il y a de l'activité avalancheuse, ben c'est un signe d'instabilité. Donc, c'est-à-dire que le manteau neigeux, il est relativement instable en fonction de ce qui se passe. Et puis, si par exemple, il y a eu une avalanche sur une pente, encore une fois, est, mais c'est peut-être pas la journée pour aller jouer sur le secteur est. On veut laisser du temps au manteau neigeux pour se stabiliser. Ah, c'est ça que j'allais demander justement. Est-ce qu'une avalanche qui a eu lieu, je me demandais si ça a déstressé la zone, puis du coup, ça y est, il y aura plus d'avalanche, ou c'est pas vraiment, ça veut pas forcément dire ça? C'est très, très, très localisé. Donc, oui, au site exact où il y a eu l'avalanche, on a enlevé beaucoup de stress, mais il peut rester une partie de la plaque, par exemple, qui a déclenché. Il peut en rester une partie en haut. Donc, il peut y avoir une deuxième avalanche au même endroit. De chaque côté, on pourrait déclencher aussi une avalanche. Donc, c'est pas parce qu'il vient d'avoir une avalanche que le risque, il est complètement enlevé, là. Puis, en même temps, de se dire je vais aller skier là, c'est assez désagréable parce que skier du dépôt d'avalanche, du débris d'avalanche, c'est pas le meilleur ski. C'est super compacté, c'est beaucoup de boules de neige, de morceaux de neige. OK. Est-ce que quand on prévoit de faire une sortie, donc la bonne chose c'est on va sur le site Avalanche Québec pour se renseigner.
Est-ce qu'on peut le faire? J'imagine que c'est pas quelque chose qu'on peut le faire une semaine d'avance. C'est comme, vaut mieux y aller un peu tous les jours pour vérifier l'évolution du terrain. Qu'est-ce que tu préconises, toi? Oui, donc le bulletin paraît à tous les jours la veille, aux alentours de 6 heures. Donc, on peut y aller la veille pour avoir l'information du lendemain. Et puis, on va donner aussi un aperçu selon la prévision météo de l'indice de danger des 3 prochains jours. Donc, c'est un aperçu. Et puis, bon, comme on disait tantôt, la météo va impacter beaucoup là, la stabilité du manteau neigeux. Donc, plus la météo est instable, bien, plus ça va être difficile pour nous de faire un aperçu à long terme. Donc oui, on a un aperçu des 3 prochains jours, mais c'est important d'y aller quand même la veille ou le matin même pour aller voir précisément qu'est-ce que le bulletin va nous dire. OK. Techniquement, je me demandais, quand vous allez tous les jours sur place, est-ce que vous faites des prélèvements de neige comme des carottes glaciaires? Vous allez voir, vous creusez un peu, vous analysez comment est-ce que ça marche? J'imagine qu'il faut avoir une certaine connaissance des textures de neige, puis toutes sortes de variantes de la neige pour savoir à quoi ça peut ressembler en dessous. Oui, en fait, c'est pas des carottes de neige. Ce qu'on fait, c'est qu'on creuse dans la neige d'une certaine façon qui nous permet de vraiment exposer les couches dans le manteau neigeux. Donc, on peut vraiment étudier là, chacune des couches et puis trouver ce que je vous parlais tantôt, là, une couche faible. Et puis, on a des tests d'instabilité aussi, donc des tests de compression où on va isoler une colonne dans la neige et puis faire des tests là, en fonction, voir comment ça réagit si on rajoute un stress à cette colonne-là. OK. Bon, bah alors, admettons, je veux m'organiser la semaine prochaine une randonnée, un ski avec des amis. On détecte on voit qu'il y a une zone plus à risque dans un secteur en ce moment. Peut-être que ça peut changer encore la semaine, le jour où on voudrait y aller. C'est possible ça varie ou une zone qui est à risque ne va pas devenir pas à risque tant il n'y a pas eu d'avalanche, ou ça peut changer quand même? Oui, ça peut changer définitivement. Le temps est généralement notre meilleur ami. Donc, le manteau neigeux, hein, on le remarque là, même dans votre cours à la maison, la neige, elle se tasse, qu'on appelle, donc elle se compacte. Et puis ça, c'est généralement favorable à la stabilisation, du manteau neigeux. Donc oui, avec le temps, les problèmes finissent par s'estomper. Le risque zéro, dès qu'on est dans une pente avalancheuse, n'existe pas, bien évidemment. Et puis, en une semaine, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, ça peut se stabiliser sur 24 heures, mais 48 heures plus tard, ça peut très bien être... ça peut se faire déstabiliser. OK. Je me demandais est-ce que c'est avec le recul, on va dire dans le temps, quand on regarde les années qui passent, est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce que c'est vraiment en fonction... Effectivement, je comprends que c'est la météo qui joue vraiment là-dedans. Est-ce que c'est cyclique au niveau il y a des années, il y a plus d'avalanches, il y en a presque pas du tout, c'est tous les 10 ans, 5 ans, enfin je dis n'importe quoi là, mais est-ce que vous constatez des choses comme ça? Je dirais que toutes ces réponses sont bonnes. Oui, on constate un cycle, principalement au niveau des avalanches de taille importante. Après, il y a beaucoup de facteurs aussi. On sait qu'il y en a beaucoup pendant les relâches, par exemple, pendant les fins de semaine, il y a plus d'avalanches parce qu'évidemment, il y a plus de récréationnistes qui sont dans les montagnes. Donc, ça augmente la probabilité là, d'avoir quelqu'un qui déclenche une avalanche, bien évidemment. On va avoir plus d'avalanches. Mais encore une fois, c'est une recette. Hein? Donc, le moment, le temps est pas le seul facteur. On peut avoir une avalanche n'importe quand, n'importe où, dès qu'on est dans du terrain avalancheux. Par contre, c'est vrai que pour les gros événements, on pense par exemple à une avalanche dans la cuve des Mélèzes quand on se rend vers le mont Albert. Là, on traverse une zone de dépôt de la cuve des Mélèzes. Donc ça, on sait que ça revient selon un certain cycle. OK. Vraiment très intéressant. Alors, je suis sur le terrain, il y a une avalanche qui se déclenche, mais heureusement pour nous, il n'y a personne qui est pris dedans.
Est-ce qu'on peut vous informer, est-ce qu'on peut transmettre l'information pour que justement ce soit répertorié? Parce que dans le fond, des fois, j'imagine qu'il n'y a pas tout le monde, tout le temps, quelqu'un sur le terrain d'Avalanche Québec pour savoir ce qui se passe. Mais comment est-ce qu'on peut vous transmettre l'information? Oui, en fait, c'est pas seulement vous pouvez, mais c'est primordial de le faire parce que on peut pas être partout en même temps, comme vous venez de dire. Donc, il existe le réseau d'information en montagne. Si vous allez sur notre application Ski Haute-Gaspésie ou si vous allez sur Avalanche Canada, vous pouvez remplir ce qu'on appelle un MIN, un réseau d'information en montagne, et vous pouvez faire une observation, vous pouvez remplir les informations pour votre observation d'avalanche. Nous, ça nous donne, même s'il n'y a pas d'avalanche, si vous allez juste en tant que récréationniste, que vous y alliez en raquette, que vous y alliez en motoneige ou en ski, nous, ça va nous donner beaucoup d'informations sur le manteau neigeux et sur la neige selon vos observations. Vous pouvez toujours aussi nous écrire à info@avalanchequebec.ca, donc info au singulier, @avalanchequebec.ca. Si vous avez fait une observation d'avalanche, si vous avez une photo, c'est encore mieux, qui va nous permettre d'évaluer la taille et tout. Donc on peut dire qu'en fait, si on part bien préparé, qu'on s'est informé avant, ça enlève un peu de stress et ça allège notre souci ou bien des risques déjà beaucoup de se mettre dans un trouble de ce type-là, non? Ben en fait, c'est qu'en étant bien préparé, puis la préparation, c'est pas seulement d'aller consulter le bulletin, c'est d'aller chercher la formation, l'éducation nécessaire aussi, en fait, adéquate au terrain où je m'en vais. Donc, plus je m'en vais dans du terrain qui est exposé aux avalanches ou qui peut avoir une avalanche de taille importante. Donc, en gros, plus c'est dangereux, plus c'est risqué, bien, plus je devrais avoir de connaissances et de formation. Donc, ça fait partie de la planification. Mais définitivement, à partir du moment où on s'est bien planifié, on est allé se former, on est allé s'informer après ça sur les conditions journalières. Mais c'est pas nécessairement que ça enlève un stress, mais ça fait en sorte qu'on s'en remet pas seulement au hasard ou à la chance. On fait des décisions qui sont réfléchies et puis qui sont éclairées. Ok. Parce qu'il existe aussi des outils, j'ai pu observer, moi je les ai pas utilisés, mais des émetteurs-récepteurs qu'on peut avoir sur nous pour, dans le cas justement où on est pris sous la neige, pouvoir se retrouver facilement. Aussi, en tout cas, il existe des outils pour si je, en tout cas, je sais pas si tu en connais d'autres là, mais pour justement encore plus s'outiller pour passer à travers ce genre de problème. Oui, donc les outils sont là en cas d'incident. Donc c'est important de se rappeler que c'est pas parce qu'on a un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, on porte tout le temps ça sur nous pour être trouvé et pour pouvoir trouver quelqu'un. Une pelle, une sonde, ça c'est les outils qui sont primordiaux pour faire un sauvetage autonome en montagne, mais ça va pas atténuer le risque. Ça nous permet seulement de retrouver quelqu'un qui a été enseveli. Ça va pas venir changer les conditions avalancheuses sur la pente sur laquelle on se trouve, par contre. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Charles-Antoine, pour toutes ces informations. Puis on invite les gens, comme tu dis, c'est quotidien, donc la mise à jour est jusqu'à quelle date tu m'as dit qu'on pouvait aller trouver l'information de mise à jour du terrain? Donc notre bulletin va jusqu'au 30 avril. 30 avril, d'accord. Oui. Parce que j'imagine, passé cette date, le risque est considéré comme nul? Ou... c'est pas nécessairement que le risque est nul, ça peut dépendre de la saison. Mais il faut que ça ait une fin à un certain moment donné. Généralement, le 30 avril, là, on est pas mal arrivé à la fin de la saison. Mais il reste toujours un risque. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour tes questions. Et puis on encourage les gens à aller, pour ceux qui connaissaient pas en tout cas, qui font des sorties de temps en temps en montagne. Une dernière question, le site Avalanche Québec va couvrir quelle zone exactement pour pouvoir s'informer justement sur les risques d'avalanche? Oui, donc dans le bulletin d'avalanche, vous avez une section en bas qui va détailler les zones qu'on couvre. Donc, on couvre principalement le parc national de la Gaspésie et puis la réserve à côté. Et puis, nouvellement, cette année, on a un projet pilote aussi où on va couvrir la zone du littoral.
Donc, tout ce qui est la côte, là, le long de la 132 et puis en descendant un peu dans les vallées. Et Murdochville aussi. Donc, on couvre ces régions-là. Le projet, c'est un projet pilote. Donc, en ce moment, c'est un bulletin qui paraît le vendredi et qui est valide pour le samedi, dimanche. Oui, parce que là, ça m'est déjà arrivé de passer en voiture et d'être bloqué parce qu'il y a eu une avalanche qui a fermé la route dans le fond. Puis le temps qu'ils ouvrent, qu'ils déblayent, c'est pour dire que ça se fait pas que des fois en randonnée, mais ça peut se faire aussi dans son auto. Oui, exactement. Exactement. Ben, merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci à vous. Merci pour l'opportunité. OK, balayage.